Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers camarades, c'est la dernière fois que je m'adresse en qualité de président à vous, membres du Front National, qui pour certains combattez à mes côtés depuis plus de 50 et même, pour à la jamais, 60 ans. En effet, le Front National est plus vieux que vous ne le croyez, car à la vérité, sa naissance en 1972 a été le fruit d'une longue gestation. Il est l'aboutissement, à travers 3 mouvements dissous par le gouvernement, le Front National des combattants, 1957, dissous en mai 58, le Front National combattant, 1958, dissous aux barricades d'Alger en 1960, et le Front National pour l'Algérie française, dissous en 61 lors du putsch des généraux. Il s'est prolongé par le comité pour l'élection à la présidence du candidat d'opposition nationale dont j'étais le fondateur et le secrétaire général. Il est le fruit d'une volonté permanente de doter d'une organisation démocratique militante le courant d'opinion qui prenait sa source dans les idéaux de patrie et de nation et qui refusait le schéma politique établi après la Deuxième Guerre mondiale et qui partageait la représentation entre la gauche marxiste socialo-communiste et une droite gaulliste, l'une et l'autre communiant dans le conformisme et la pensée unique. C'est à vous que je confie, sous la présidence que vous aurez choisie, pour me succéder le destin de notre mouvement, sa pérennité, son unité, sa pugnacité. Mes chers compagnons, que de chemin parcouru depuis mes débuts dans la vie politique. J'en ai vu défiler des gouvernements et j'en ai déploré des reniements sans cesse plus dangereux que les précédents ayant enrobé de bons prétextes prétendument progressistes que de promesses bafouées qui ont détruit chez le peuple de France le sens de la parole donnée et la valeur sacrée du serment prêté. En un demi-siècle, à quelle déchéance a été réduit notre pays? Il suffit de dresser un portrait de notre décadence pour constater que les heures les plus sombres de notre histoire, les politiciens lâches ou médiocres n'ont cessé d'en favoriser la venue pour aujourd'hui et pour notre avenir immédiat. Lors de mon entrée dans la vie politique, l'école du curé et celle de la République apprenaient aux enfants de France à l'aimer, à la chérir au point de la défendre au prix de sa vie, s'il le fallait, car les peuples ne méritent que les libertés qu'ils savent défendre. Il leur était enseigné le civisme, condition indispensable à une vie harmonieuse en société. Était exigée une connaissance irréprochable de la langue française, si difficile à maîtriser, mais si précise et comportant tant de nuances. On leur apprenait l'histoire des rois de France et la lente et magnifique constitution de notre patrie en État-nation. Le premier État-nation de l'humanité, dont les habitants ont de tout temps subi, mais résisté avec plus ou moins de réussite aux invasions. La France, qui grâce au génie de sa civilisation, a forgé siècle après siècle un des plus grands, si ce n'est le plus grand joyau de la civilisation helléno-chrétienne, avec sa spiritualité unique, ses cathédrales qu'on vient encore visiter du bout du monde et ses monastères magnifiques. On leur apprenait le sens de l'effort qui avait permis à ses habitants, unis dans une même communauté, de toujours offrir à ses descendants un sort plus enviable. Mais l'arrivée au pouvoir des adeptes de constructions utopiques, pédagogues marxistes ou matérialistes, ultralibéraux, tous partisans de théories qui ont toujours abouti à faire le malheur des peuples, a abattu cette œuvre magnifique. Les études littéraires sacrifiées à celles des mathématiques, devenues le pont aux ânes même
des études médicales. Dans ce domaine, il a été établi un numerus clausus qui en limite l'accès. Mais cette année, sur 6 600 nouveaux médecins, 3 200 sont étrangers. Quant à la poésie, qui est l'âme de l'intelligence, elle a pratiquement disparu des programmes. À l'enseignement fédérateur d'une communauté nationale forte, car fière de ce qu'elle est et sachant d'où elle vient, a succédé un enseignement au rabais, avec pour conséquence qu'en France, un habitant sur 6 est illettré, que 15% des lycéens ne savent ni lire ni écrire correctement, et que certaines universités ont même dû instaurer des cours de français pour leurs étudiants. Car dans les effectifs scolaires, il faut compter les enfants issus de l'immigration sans cesse grandissante, dont les parents ne parlent que peu la langue française et qui pèsent lourdement sur la qualité de l'enseignement apporté à l'ensemble des autres enfants. L'enseignement de l'histoire a laissé place à une culpabilisation voulue des petits Français. Les pages glorieuses de l'histoire de France sont minimisées. Cette année, pour les collégiens, l'étude de 2 des monarques français les plus illustres, Napoléon et Louis XIV, laisse la place à celle d'empires africains des XVIe et XVIIe siècles. L'accent est mis sur les aspects peu glorieux de l'histoire de France, comme les traites négrières et l'esclavage, en occultant le rapt, notamment en province ou en Languedoc, Roussillon, d'1 million d'Européens soumis à l'esclavage par les Maures. Il en va de même pour la collaboration. Aujourd'hui, pas une semaine ne se passe sans qu'à la télévision, devenue depuis 40 ans le principal organe de propagande de l'idéologie dominante, ne soit diffusée une émission sur cette période, où les Français lâches ou vendus, à l'exception de quelques-uns, de préférence communiste et d'origine étrangère, n'auraient eu de cesse de faciliter les déportations vers les camps de la mort. Quant à l'œuvre civilisatrice que fut la colonisation, que nous réalisions encore lors de mon entrée dans la vie politique au milieu des années 50, construction des infrastructures de transport routier et maritime, des hôpitaux et des dispensaires, des écoles pour lesquelles la France payait des fonctionnaires, elle se résume dans les manuels d'histoire d'aujourd'hui à l'oppression des peuples autochtones et aux guerres de décolonisation dans lesquelles les soldats français venus protéger les populations civiles sont décrits comme des tortionnaires et les poseurs de bombes des résistants. Toute fierté d'appartenir à la nation française est apparentée à un rejet des autres nations. Ah, si j'utilise un terme à la mode, de la discrimination, voire du racisme, ou du moins à un chauvinisme belliqueux. Dans ces conditions, il est évident que non seulement les jeunes d'origine immigrée ne souhaitent pas s'intégrer, mais encore moins s'assimiler à une telle nation, mais que même une large part des jeunes Français ne revendiquent plus leur filiation. La République, aussi imparfaite soit-elle, puisque création humaine, avait pourtant eu le mérite d'avoir substitué aux privilèges héréditaires de l'aristocratie les privilèges accordés en vertu du mérite, permettant le fonctionnement de l'ascenseur social et l'application d'une certaine justice sociale. Fils d'un patron pêcheur breton, j'en suis un exemple. À ce principe qui voulait que chacun obtienne en fonction de ses qualités et de ses mérites, c'est substituer la culture de l'excuse pour les délinquants qui ne sont considérés désormais que plutôt comme des victimes que comme des coupables. Le clientélisme pour couvrir de faveur certaines catégories de population afin d'en obtenir les suffrages. Et la reproduction des élites érigée en système qui permet à ces enfants de fréquenter les meilleurs établissements scolaires et universitaires au détriment de ceux qui l'auraient bien plus mérité, mais qui ne disposent pas des relations utiles. L'économie. L'économie de la France que j'ai connue jeune était prospère, avec une agriculture riche, une industrie puissante, à la pointe de la technologie, pouvant rivaliser
avec les industries de n'importe quel autre pays développé, favorisée par un État stratège qui a permis la création de bijoux technologiques tels que le Concorde, la fusée Ariane ou le TGV. La politique française des 30 dernières années, pour sa part, a réduit la paysannerie française à néant, les agriculteurs ne représentant plus que 3% des travailleurs de ce pays. L'industrie, quant à elle, est décimée, ayant perdu 2 millions de ses effectifs depuis 30 ans, victime d'une concurrence internationale inéquitable et de délocalisation continue, puisque la France a livré son économie aux 4 vents du mondialisme ultralibéral, faisant lutter ses entreprises avec celles des pays qui bénéficient de coûts salariaux ou sociaux parfois 30 fois inférieurs aux nôtres. Quant à l'État au budget sain, il a laissé la place à un État surendetté, à hauteur de 1 650 milliards d'euros, soit 50 000 € par actif. État ruiné, comme il ne l'a jamais été en période de paix. Pour la première fois, le remboursement des intérêts de la dette, pas la dette elle-même, les intérêts de la dette, est devenu le premier budget de l'État, près de 50 milliards d'euros cette année. L'économie réelle a marqué le pas et laissé l'économie financière décider des choix économiques et stériles destructeurs. L'islamisme. La France que j'ai connue lors de mon arrivée en politique, bien que laïque, restait profondément enracinée dans la chrétienté, avec ses églises remplies le dimanche et des prêtres dans chaque paroisse, prenant eux aussi leur part de la noble tâche de transmission du flambeau de notre héritage spirituel et historique. Dans ce domaine également, les forces de destruction ont agi avec une vitesse et une rapidité fulgurantes. Tout comme pour la société civile, la trahison est venue des élites ecclésiastiques, n'hésitant pas à s'acoquiner avec les représentants des lobbies philosophiques ou politiques dont l'objectif affiché était pourtant l'anéantissement de la spiritualité chrétienne tenue pour réactionnaire.